Bonjour Jean Joyeux, Bonsoir Vladimir. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Even, la communauté des gens passionnés par la longévité. Merci pour votre invitation. Je vous présente, vous êtes nutritionniste, micronutritionniste, enseignant à l'école de nutrition holistique à Genève. Vous êtes formateur, auteur conférencier, spécialiste en nutrition du sport. Vous êtes également l'auteur de ce magnifique livre qui s'appelle Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans. Qu'est-ce qui vous a inspiré à nous promettre de vivre jusqu'à 100 ans, en bonne santé, j'espère? Peut-être même plus. Il y a beaucoup de cas qui sont malheureusement des cas particuliers, mais qui sont peut-être de plus en plus fréquents, de personnes qui vivent en excellente santé au-delà de 100 ans. Il y a un personnage dont l'histoire m'a beaucoup marqué. C'est notamment Robert Marchand qui a continué à faire de la compétition en cyclisme jusqu'à 106 ans. Voilà, il a établi des records. Enfin, je trouve ça absolument extraordinaire de vitalité et c'est très très inspirant. Il y a toujours beaucoup de bonnes choses à apprendre chez ces personnes-là. Alors, c'est inspirant et du coup, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, nous aussi, peut-être avec votre aide, des stratégies et des conseils concrets qui vont nous permettre de vivre jusqu'à au moins 100 ans en excellente santé. C'est ça la promesse de la longévité. D'abord, on va parler alimentation anti-inflammatoire. Votre méthode, si je comprends bien, est basée là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire déjà l'inflammation, comment la science alimentaire ou la nutrition conçoit l'inflammation et pourquoi l'alimentation anti-inflammatoire a une telle place dans votre livre? C'est tout simplement ce que la littérature scientifique apporte en matière de nutrition depuis très longtemps. Il y a eu une découverte très marquante qui a été celle de l'intérêt du régime méditerranéen. Et aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que les leviers par lesquels le modèle méditerranéen agit positivement sur la santé, c'est entre autres cette capacité à moduler l'inflammation, c'est-à-dire être capable de faire en sorte que les processus biologiques de l'inflammation, qui sont des phénomènes actifs, trouvent une manière de s'arrêter, notamment grâce à des graisses essentielles comme les oméga 3. Et puis, bien sûr, il y a toute la catégorie des polyphénols qu'on va retrouver dans les fruits, dans les légumes, dans les oléagineux, dans l'huile d'olive, hein, qui est quelque part une caractéristique classique, qui sont capables de moduler l'inflammation, c'est-à-dire d'amener un régime alimentaire anti-inflammatoire à tous les effets. Vous considérez que les micronutriments jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de notre organisme. C'est quoi les micronutriments, pour ceux qui ne connaissent pas, et pourquoi ils ont un tel rôle dans le bon fonctionnement de l'organisme? Alors, tout ce qu'on appelle les micronutriments, c'est pour les différencier des macronutriments. Les macronutriments, c'est les glucides, les lipides, les protéines. Ce sont trois catégories qui sont très vastes et au sein desquelles on doit faire des distinctions particulières. Par exemple, dans les graisses, on a longtemps dit que les graisses faisaient grossir, etc. Et en les étudiant de plus près, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y a des graisses comme les oméga 3 dont j'ai déjà parlé ou les oméga 6 qui ne font pas grossir, qui ont plutôt des rôles fonctionnels et non pas caloriques. Donc les micronutriments, ce sont toutes ces molécules qui vont jouer des rôles fonctionnels. Parmi les micronutriments, eh bien, on va compter les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les acides gras essentiels, les acides aminés essentiels. En fait, on prend tout simplement une loupe grossissante pour regarder les choses de plus près et pour avoir une approche fonctionnelle. Mais tout ça, c'est basé évidemment sur des faisceaux de preuves scientifiques qui sont aujourd'hui de plus en plus forts. C'est quoi une approche fonctionnelle, Jean Joyeux? Alors, une approche fonctionnelle, par exemple, c'est si je prends un micronutriment au hasard, la vitamine C, on a beaucoup de clichés dessus. On dit la vitamine C, c'est bon pour l'immunité, on dit que c'est bon pour plein de choses quand on a la grippe, etc. Et une approche fonctionnelle, c'est regarder le rôle biologique de la vitamine C. Et la vitamine C, elle peut agir comme antioxydant, c'est un premier rôle, et elle peut agir aussi comme
ce qu'on appelle un cofacteur enzymatique, c'est-à-dire qu'elle va participer à des réactions biochimiques de très grande importance, comme par exemple la synthèse du collagène. Produire le collagène qui donne une tenue à nos tissus, à l'os, à la peau, etc., c'est dépendant de la vitamine C, entre autres. Voilà, donc la vitamine C, elle va jouer un rôle aussi de recyclage de la vitamine E, elle va jouer un rôle dans la régulation de l'inflammation, dans la cicatrisation, dans beaucoup d'autres phénomènes biologiques que le grand public ne peut pas trop connaître parce qu'il faut mettre le nez un petit peu dans la biochimie et la biologie. Mais cette approche fonctionnelle montre bien que on doit s'intéresser à ça pour mieux comprendre les effets positifs ou négatifs de l'alimentation sur la santé. Les graisses, vous en parlez dans le livre. Quelle est la place des graisses dans l'alimentation anti-vieillissement? Alors, ça va être la même place que les graisses dans l'alimentation anti-inflammatoire, fondamentalement. Non pas que le vieillissement serait banalement de l'inflammation, c'est quelque chose de plus complexe, mais les graisses vont favoriser le système de renouvellement des tissus. Donc du coup, le vieillissement, le facteur temps, sera mieux géré si on a un bon équilibre dans nos apports en graisse. Alors, qu'est-ce que c'est le bon équilibre dans les apports en graisse? On va réduire les graisses saturées qu'on va retrouver dans les produits laitiers gras, la crème, le beurre, qu'on va retrouver dans la charcuterie, dans les viandes des gros animaux de terre, et on va plutôt se diriger vers des graisses polyinsaturées, donc les deux grandes familles des oméga 3 et des oméga 6, et qu'on va trouver dans les huiles végétales et qu'on va trouver essentiellement dans les poissons. Et le fait de choisir correctement les graisses, ça implique aussi de réduire un peu nos oméga 6 et d'augmenter certainement l'apport des oméga 3 parce que ce sont eux qui vont avoir un rôle anti-inflammatoire, mais aussi un rôle protecteur contre les maladies neurodégénératives dont on parle beaucoup et qui sont très souvent associées à une alimentation trop riche en graisses saturées. Vous avez parlé des huiles différentes et des différences entre les oméga 6 et les oméga 3. Est-ce que vous pourriez juste préciser qu'est-ce qu'il faut qu'on ait à l'esprit quand on utilise, par exemple, les huiles? Alors, déjà, une huile de bonne qualité, c'est une huile qui doit être issue d'une agriculture de qualité. Donc, ça va être nécessairement une agriculture biologique, de préférence. Et ensuite, ce qui est très, très important pour les huiles, c'est le mode d'extraction de l'huile. Une huile qui a été extraite avec trop de chaleur, trop de procédés chimiques, eh bien, elle va être abîmée, on va perdre ces oméga 3 qui sont très fragiles, hein, ils sont très sensibles à l'oxydation. Les oméga 3 plus que les oméga 6, mais les deux sont sensibles à l'oxydation. Et ensuite, on va perdre aussi les polyphénols. Quand on raffine, on veut enlever les saveurs qui sont un peu fortes, les couleurs qui pourraient disparaître à la cuisson, etc. Et le problème, c'est qu'on enlève des éléments qui certes donnent du goût, qui plaît ou ne plaît pas, mais qui signifie qu'il y a la présence d'une molécule particulière. Je prends l'exemple de l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive, vous avez une amertume qui est apportée par les polyphénols, le tyrosol, l'hydroxytyrosol, qui sont les principes actifs antioxydants et anti-inflammatoires de l'huile d'olive, qui ont été très étudiés. Et puis, vous allez avoir du piquant, notamment en fin de bouche, dans les huiles de bonne qualité. Ce piquant, ce sont les tocophérols, c'est-à-dire la vitamine E. Et donc, ça veut dire qu'une huile qui n'a pas de saveur, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur, c'est une huile qui a perdu ses intérêts micronutritionnels. Ça veut dire quand on achète une huile, vous vous dites qu'il faut du coup acheter une huile issue de l'agriculture bio, c'est ça ce que Oui, vous dites. tout à fait. Vous dites ça pour une raison particulière, parce que la plupart des huiles sur le marché aujourd'hui, ils ne sont pas forcément issus de l'agriculture bio. Pourquoi vous dites ça? Alors, oui, c'est important de faire le choix des huiles issues de l'agriculture biologique parce que c'est une agriculture qui utilise moins d'intrants agrochimiques et qui va donc permettre un développement de la plante dans des conditions beaucoup plus proches du naturel. Alors, ça peut paraître un petit peu
bizarre de penser ça, mais c'est un fait qui est avéré. Quand on laisse la plante exposée aux agressions, donc le chaud, le froid, le soleil, le vent, etc., eh bien, elle va produire davantage de ces éléments qui la protègent. Et le tyrosol, l'hydroxytyrosol, on sait que les oliviers en produisent d'autant plus qu'ils sont exposés à de très très fortes chaleurs. Donc, les oliviers qui poussent dans des zones prédésertiques, dans l'Afrique du Nord, peut-être en Extrême-Orient, eh ben, on sait qu'ils ont des saveurs beaucoup plus fortes et une plus grande richesse en hydroxytyrosol, jusqu'à 40 fois plus qu'une huile d'olive de qualité française. Donc, il faut aller chercher ce type d'agriculture-là, qui aussi a moins recours aux engrais, et moins on utilise des engrais, plus on a de polyphénol. Et le mode d'extraction d'huile, on a la tendance d'acheter des huiles, enfin, sauf vraiment les huiles industrielles, mais quand on fait un tout petit peu attention, on achète des huiles à pression à froid. Est-ce que c'est bien ça ce qu'il faut faire? Oui, les procédés mécaniques, les huiles de première pression à froid, ce sont les huiles qui vont garder beaucoup plus facilement toute leur qualité nutritionnelle, parce qu'on ne met pas de chaleur, il y a des températures qui sont très faibles, hein. Voilà, c'est uniquement mécanique. Ensuite, on n'utilise pas de solvant, donc on ne risque pas d'avoir des restes de solvant qui donc seraient évidemment néfastes pour la santé. Donc c'est tout à fait ce genre d'huile qu'il faut choisir, en prenant aussi la précaution de les choisir dans des bouteilles en verre sombres, pour les protéger de la lumière, et parce que le verre est neutre. Le plastique, eh bien, si jamais il contenait des bisphénols, alors pas forcément le bisphénol A, mais il peut y avoir du bisphénol S, s'il y avait du bisphénol, vous allez les retrouver dans l'huile, parce qu'ils sont solubles dans les graisses. Donc la qualité du récipient est aussi très importante. Et les bisphénols, notamment, ce sont des perturbateurs endocriniens. J'en ai parlé récemment avec une micronutritionniste spécialisée dans les perturbateurs endocriniens. Il y a des effets néfastes de bisphénol qui sont dans les contenants, si je comprends bien, Oui, plastique. absolument, absolument. Il faut vraiment être très attentif à l'utilisation des plastiques. Voilà, en exagérant un petit peu les bisphénols, on a évité le bisphénol A, mais il y en a d'autres qui ont pris sa place. Et ils ne sont pas meilleurs pour la santé. Ce sont des perturbateurs endocriniens avérés, et il faut que le grand public prenne conscience que les récipients en plastique, ben, si on peut les éviter, c'est mieux. Et Dieu sait que ce n'est pas facile.